Voici un nouvel épisode de Culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast et aujourd'hui on va se concentrer sur la cuisine. Du coup, une première question pour toi Thibaut, est-ce que je peux t'appeler chef aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut dire que je suis un chef, certainement pas en cuisine en tout cas. D'accord. On va Et éviter donc, je pense. on va éviter? Ok, c'est peut-être une bonne idée. Et donc en fait, là maintenant c'est fin février, donc juste pour donner un petit peu de contexte pour l'épisode, donc on se rapproche petit à petit de la fin de l'hiver. Et il y a un concept très sympa en fait qui nous a été présenté par Clément, c'est l'idée de Nagori. Donc c'est une œuvre que j'ai eu l'occasion de passer en revue en préparant cet épisode et je voulais un petit peu en parler. Donc l'idée de Nagori, ça veut dire en fait c'est l'arrière-saison. Donc c'est l'idée de nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Et l'approche qu'ils ont au Japon, c'est qu'une année peut être coupée en 24, voire même en 72 créneaux. Et ça veut dire qu'on est en fait à chaque fois entre deux Nagori. Donc on pourrait imaginer qu'un mois se termine, donc on a des souvenirs très spéciaux. Ça peut être évidemment lié par exemple à la palette de fruits et de légumes qu'on a pu apprécier à cette période. On peut imaginer aussi des fruits et des légumes à différents moments de leur vie, donc un fruit très mûr, un fruit qui commence à maturer. À chaque type de fruit ou de légumes, on peut donc y associer des sentiments et une sorte de nostalgie et une approche temporelle. Ce petit livre, donc Nagori, qui a été écrit par Ryoko Sekuchi, ça commence par une question de comment est-ce qu'on peut définir une saison. Est-ce que c'est la première apparition? Est-ce qu'on peut définir une saison de manière générale? Ou est-ce que c'est par région? Parce qu'on peut imaginer dans un grand pays, un pays plus grand que la Belgique, on a en fait des saisons qui démarrent à différents moments. L'été ne commence pas en même temps à Marseille ou à Paris, même si avec le changement climatique, on peut avoir des températures subsahariennes un peu à tout moment de l'année. Et il y a une petite réflexion aussi sur le fait d'obtenir des fruits et des légumes qui sont hors saison. Et en fait, ça a une approche un petit peu surnaturelle pour l'auteur. Parce que par le passé, obtenir des fruits qui étaient hors saison, c'était uniquement le fait de personnes très riches ou de marchands qui pouvaient s'en procurer. Alors que maintenant, on peut trouver des kiwis un petit peu à n'importe quel moment. Donc, c'est la réflexion que l'auteur a dans cette œuvre. Il y a une petite partie avec des haïkus aussi, donc c'est poème typiquement japonais. Et il y a une réflexion sur les saisons, l'écriture, la littérature. Ça se lit assez bien, c'est découpé en petites parties. Moi, ça m'a bien plu. C'est une auteure aussi, en fait, qui est maintenant basée en France depuis quelques années. Je crois même qu'elle écrit en français. Et il y a une réflexion intéressante à la fin. C'est sur l'idée de la nourriture industrielle. Parce que cette nourriture, elle ne connaît pas ce terme de nagori, ni de nostalgie, parce qu'on pourrait dire qu'elle est fixe, elle est vraiment très stable, elle pourrait même paraître assez fade ou artificielle, parce que les goûts sont toujours les mêmes en fait. On sait que si on prend une boîte de conserve de pêche, que ce soit ce mois-ci ou en été, ça goûtera sûrement la même chose. Donc l'auteur termine là-dessus. Ça nous a apporté un certain confort, mais ça nous fait perdre aussi cette partie de nostalgie et peut-être d'imprévu que les aliments peuvent nous donner quand on les laisse, quand on les prend vraiment au naturel. Et donc cette forme de nostalgie là, moi ça me fait penser, je pense que j'en ai déjà parlé ici, hein, au livre La nostalgie heureuse d'Ami Oton, qui est en fait une forme de nostalgie particulière, propre au Japon, alors que la nostalgie c'est plutôt associé à un sentiment triste un regret finalement de ce qui n'est plus. Il y a une autre forme de nostalgie au Japon qui est plus, c'est pas le regret de ce qui n'est plus, mais c'est content que ça ait existé plutôt. Et donc, c'est plutôt un sentiment beaucoup plus doux que la manière dont on a l'interprété ici, enfin, un côté occidental, on va dire. Est-ce qu'on retrouve ça dans ce livre? Oui, l'auteur en parle aussi, donc c'est une nostalgie, mais c'est apprécier que ce moment ait existé, tout en se disant qu'il pourrait revenir, mais sans certitude. Étant donné que la vie amène beaucoup d'imprévus, il est possible que ce soit par exemple notre dernier été, notre dernier hiver, donc on est content d'avoir pu vivre ce moment, mais on comprend aussi qu'il est temps maintenant de passer à l'automne ou au printemps et qu'il y a d'autres choses vers lesquelles on peut se tourner, peut-être d'autres activités même. Les barbecues, les sorties à vélo, tout ce qui est un peu plus compliqué par exemple en hiver.
C'est une nostalgie positive, en fait, dont on aime bien se parer. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a aussi une partie où l'auteur va nous dire que des moments très précis de l'histoire peuvent aussi être liés à des haïkus, donc à ces poèmes. Donc on peut imaginer des poèmes sur Hiroshima ou sur Fukushima. Et ça a beaucoup été critiqué aussi au Japon parce que ça menait un petit peu à dédramatiser l'horreur de ces événements. Donc ça lissait un petit peu tout ce qui s'était passé, étant donné qu'on essayait de le faire passer en un mélange de nagorie et de poésie. Donc apparemment c'est une pratique d'avoir des sentiments nostalgiques par rapport à des événements de ce genre. C'est vraiment très différent de ce qu'on peut vivre ici. Bien, puisque on parlait du Japon, mais qu'on reste à Tokyo, enfin qu'on reste au Japon et en particulier qu'on aille à Tokyo, parce que moi je pensais à un film de Naomi Kawase qui s'appelle Les Délices de Tokyo, qui est sorti, je sais plus, en 2015 ou 2016. C'est le seul film que j'ai vu de Naomi Kawase qui est pourtant réalisatrice assez connue, en tout cas qui a ses entrées au Festival de Cannes. Donc voilà, elle concourt souvent d'ailleurs en sélection officielle. Mais pour ce film-ci, ce film peut-être un peu plus mineur, donc elle n'était pas en sélection officielle, mais il a quand même été présenté à Cannes, dans la catégorie Un certain regard. Voilà. Et alors qu'est-ce que ça raconte? Bien, c'est en fait un type qui tient une sorte de petite échoppe de pâtisserie et qui vend une pâtisserie des dorayaki. Donc ça ressemble un peu à des pancakes et à l'intérieur, il y a une sorte de confiture, on va dire, qui est faite avec des haricots rouges confits. Bon, de prime abord, peut-être que ça ne donne pas, pour nos goûts d'occidentaux, super envie, il faut bien l'avouer. Mais en tout cas, c'est une pâtisserie qui est apparemment très très populaire là-bas et les gens en sont vraiment friands. Et donc, il tient donc sa petite échoppe et il ne vend finalement que ça. Puis un jour, il y a une vieille femme qui vient à son échoppe et qui veut absolument se faire embaucher. Mais donc une vieille dame donc, qui est largement retraitée, donc qui n'est pas du tout en âge de travailler a priori. Et bon, au début, il refuse, bien entendu, il n'a pas besoin, etc. Il ne sait pas la payer, et voilà. Mais bon, un jour, elle revient à la charge, elle finit par se laisser convaincre et en fait, elle lui montre qu'elle a un peu un secret, en tout cas, un secret de fabrication qui fait que ça rend ces dorayaki particulièrement succulents apparemment. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais en fait cette vieille dame, elle a apparemment des mains très déformées et donc elle a une santé un peu fragile et se poser la question, mais en fait pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Et en fait, c'est une ancienne lépreuse. Et donc, ça va commencer à poser des problèmes. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire. Pas tout dévoiler non plus. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'était très poétique, en fait. On laissait vraiment, vraiment, ça reposait beaucoup sur les sensations, je trouve. On avait beaucoup d'images aussi des cerisiers en fleurs. Donc, on sent le Japon. Enfin, c'est peut-être un peu cliché, mais en tout cas, voilà, une certaine douceur, une certaine poésie qui a fait que j'ai vraiment été pris par le film en fait. Même s'il y a peut-être moins d'ambition, comme je disais, que dans d'autres films de cette réalisatrice, moi ça m'a donné envie de voir le reste, donc je n'ai pas encore vu, je n'ai pas eu l'occasion jusqu'ici. Voilà, donc ce film très doux, je conseille vraiment. Je ne la connaissais pas, mais par contre, ce qui me parle pas mal, c'est l'usage des haricots rouges. Je me souviens, lors d'un voyage en Corée du Sud, avoir mangé un dessert en fait avec des haricots rouges et de la glace vanille. Et c'était excellent. Et je crois que Ah ouais? les haricots rouges étaient légèrement réchauffés. Ça, c'était assez surprenant, mais vraiment délicieux. Donc, il y a un J'ai- dessert de ce Ouais. genre. En fait, j'ai du mal à imaginer les haricots, associer ça avec de la pâtisserie ou quelque chose de sucré, en fait. Peut-être un peu des préjugés, hein, mais pas du tout l'habitude de manger ça. C'est un peu surprenant, en fait, de voir, dire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comme moi, cette cuisine-là, de voir que, waouh, apparemment, là, cette confiture de haricots rouges est vraiment délicieuse et très populaire. Oui, mais c'est vrai que les haricots rouges, ça reste assez neutre comme goût, non? Ok, ouais, je connais pas très bien. Est-ce qu'on fait pas aussi parfois de la confiture de tomates, non? Je pense avoir déjà vu ça aussi. Je ne connais pas. Confiture d'oignon, bref. Oui, mais c'est vrai que ça, il y a toute une cuisine qui nous est un petit peu étrangère aussi quand on parle de tout ce qui est asiatique. C'est vrai que Tokyo, c'est un endroit que je visiterais bien. Mais si on parle de voyage, il y a aussi un autre endroit que j'ai eu la chance de visiter. Je pense que toi, Thibaut, tu as sûrement vu aussi, c'est Venise. Oui, oui, j'y suis allé une seule fois, il y a quelques années maintenant. Même chose, même chose. Et là, avec la pandémie, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un petit peu moins de monde. Je m'étais dit que j'y retournerais peut-être. Mais l'alternative, c'est en fait aussi de peut-être se plonger dans les livres. Et là, je sais que tu es très calé sur Donna Leon, qui écrit sur
les enquêtes du commissaire Brunetti, et tout se passe en général à Venise, si mes sources sont bonnes. Exactement, exactement. Ouais, ouais, je suis un très grand fan. Je les ai pas encore tous lus. Il y en a 30 à peu près maintenant. Je pense qu'il y a encore un qui sort par an ou à peu près. Mais bon, j'en ai lu une bonne vingtaine quand même, un peu plus, je pense. Donc, mais oui, en fait, puisque le sujet d'aujourd'hui, l'épisode, c'était un peu la cuisine. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça parce que, en fait, c'est très présent indirectement dans ces livres. Donc, les enquêtes du commissaire Brunetti, en fait, c'est un commissaire de police à Venise. On a un peu, je dirais, l'antithèse du policier, du flic qu'on peut voir d'habitude dans la littérature. C'est toujours des gens un peu extrêmes ou à part. Et ici, en fait, la volonté de l'auteur, de Donna Leon, c'est de faire quelqu'un de extrêmement normal. Donc, c'est-à-dire que c'est un gars qui est marié, qui a des enfants, qui rentre chez lui manger, et donc, voilà, qui a une vie vraiment parfaitement normale, et qui doit combattre finalement un peu les fléaux qu'on connaît aussi en Italie. La mafia, on la retrouve bien sûr, mais surtout en fait via notamment la gestion de tout ce qui est les déchets et l'environnement, puisqu'il y a plein de corruption à ce niveau-là aussi. Et c'est quelque chose qui est déjà très très présent en fait, même dans les premiers. Pourtant les premiers, ouais, ça fait quand même, bon, l'écologie c'était déjà présent, ouais, c'est fin des années 90, c'est déjà présent, mais bon, il y avait on va dire cette sensibilité importante. Et puis bien sûr, bah, c'est le plaisir de se retrouver à Venise, je trouve, parce que l'auteur arrive vraiment à bien faire vivre la ville. Je reviens sur la cuisine. Brunetti, c'est quelqu'un de normal, donc sa femme, en fait, elle est prof à l'UNIF, et elle cuisine beaucoup, en fait. Et les repas sont quelque chose d'important, sans doute par ce biais-là notamment, que l'auteur nous montre que c'est quelqu'un comme toi et moi, quelqu'un de normal, d'humain, puisque ben, comme le repas, en fait, c'est vraiment un moment important où la famille se retrouve. Donc il a 2 enfants qui sont plutôt fin d'adolescence, je pense, et le repas est toujours un moment important. L'auteur s'attache aussi vraiment à décrire assez bien les repas et les recettes en fait qui sont réalisées par Paola, donc la femme de Guido Brunetti. Et ça donne incroyablement faim, je trouve, parce qu'évidemment, bon, moi j'aime beaucoup la cuisine italienne, mais comme beaucoup de gens finalement. Bien sûr que le but, c'est pas de décrire toute la recette, mais en tout cas de faire vivre finalement l'Italie aussi par ce biais-là. C'est assez bien réussi. Et j'ai lu en fait que l'auteur Donna Leon n'était pas si, comment dire, consciente de l'importance de cette cuisine. Donc c'est peut-être inconscient, comme je disais, de montrer que voilà, ce sont des gens normaux, puisque ce sont des lecteurs qui lui ont fait remarquer qu'en fait, c'était vraiment quelque chose de très présent, la cuisine, dans ses livres. Et à tel point que ben, finalement, il y a un livre à part, on va dire, de la série du commissaire qui s'appelle Brunetti passe à table. Et donc, elle a écrit avec je sais pas, une chef, en tout cas quelqu'un qui est plus spécialisé là-dedans, dans la cuisine. Et à partir en fait de certains extraits de ces livres, eh bien, on propose des recettes en fait. Alors, j'ai pas lu du tout, hein, parce que bon, comme je l'ai dit en tout début d'épisode, ça veut pas dire que la cuisine soit ma spécialité. Et donc, ça illustre quand même l'importance dans l'œuvre. Et comme je dis, ça donne terriblement faim, parce que c'est toujours les ingrédients classiques qu'on retrouve dans la cuisine italienne. Donc, évidemment, beaucoup de tomates, les aubergines. Paola, elle aime aussi les artichauts, peut-être un peu moins italien, mais bon, voilà, ça revient aussi. Des pâtes, évidemment, les pâtes, ça c'est à tous les repas. Et voilà, donc visiblement, on mange très très bien dans la famille de Guido Brunetti. De mon côté, je veux dire que la surprise du chef, c'est que dans Le plus grand des secrets, j'ai lu le premier livre de la série, donc je l'ai Ah, fini hier, ah, donc Mort à la Fenice. Moi, ça m'a bien plu. En général, je lis pas vraiment des policiers. J'avais quand même, niveau dialogue, j'avais quand même l'impression de lire et d'être plongé dans une sorte de Colombo, parce que les discussions entre policiers, donc entre le commissaire et soit son supérieur, soit ses subalternes, je trouvais que ça tenait bien. Les discussions après aussi avec sa femme qui pourrait être le coupable, donc sa femme a directement une idée, donc ils en discutent. Donc c'est aussi, moi, je trouvais que ça donnait un côté humain et plutôt réaliste. Parce que quand on regarde une série policière à la TV, c'est vrai comme tu disais, on les voit jamais manger ensemble, donc on a mhm. l'impression qu'ils sont au boulot de 7h du mat à 7h du mat, donc sans se laver, sans manger, sans passage aux toilettes, que c'est sans arrêt. Alors que là, il y a justement, il y a un peu un temps pour tout. Il y a une discussion aussi, tu parlais de l'environnement, je pense qu'on parle aussi déjà de l'impact des touristes
que Oui. Venise est totalement vide en hiver, qu'on peut en fait vraiment un peu se reposer, se ressourcer, mais qu'en été c'est assez dingue. Oui, et alors on retrouve justement dans Mort à la Fenice une autre des passions de Don Leon qui est l'opéra. Donc en fait, d'ailleurs, chacun de ses livres s'ouvre par une phrase en exergue qui est toujours un extrait d'opéra. Et voilà, et donc, oui, oui, mais les relations, on parlait justement de relations, tu parlais des relations avec le vice-questeur qui sont un peu compliquées parce que c'est pas quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui pense surtout à sa carrière. Ben oui, ça c'est savoureux aussi en fait, comment en fait Brunetti arrive à traiter avec quelqu'un comme ça. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc moi, j'en lis vraiment qu'un chaque année parce que je me dis, bon, à un moment, je vais arriver au bout de la série et bon, malheureusement, l'auteur se fait, ouais, je sais pas quel âge, elle a 79 ans, je vois. Donc voilà, il y en aura peut-être encore quelques-uns, mais il y en aura plus 20, quoi. C'est ça qui, donc je me dis, je réserve un peu pour être sûr que j'en aurai encore au moins quelques-uns, et sinon, éventuellement, je recommencerai la série, quoi. Oui, enfin peut-être qu'on trouvera un tiroir avec plein de manuscrits aussi. Ça reste à voir. Elle a beaucoup Ouais, habité tu parlais du tourisme aussi, elle a beaucoup habité en fait à Venise. Maintenant, c'est plus le cas. Mais donc, ok. elle a vraiment vécu, ben oui, ce problème de tourisme de masse. Ouais, je trouve que même si c'est une Américaine qui est partie s'installer en Italie, à Venise en particulier, on ressent pas ça du tout dans le texte. C'est pas du tout un regard d'Américain. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours habité en Italie. Et en cela, je trouve que c'est vraiment bien écrit, bien pensé en fait. Ouais. Il y a une observation, ça il faudrait vérifier, c'est sympa comme anecdote, c'est qu'à Venise apparemment il n'y a que quelques rues. Si on veut se rendre à une certaine adresse, il faut se rendre dans une des rues et puis demander aux voisins et par chance peut-être trouver la bonne porte parce que pour le reste les adresses sont c'est assez chaotique. Donc il faut vraiment aller de voisin en voisin pour trouver la destination. Ça je pourrais quand même un petit peu me l'imaginer. Je me souviens avoir discuté avec quelqu'un qui venait de j'ai oublié où c'était exactement. Par exemple, si tu voulais être amené en taxi dans la ville, tu disais que tu étais pas loin de la pharmacie. Il n'y a par exemple pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de Ouais. maison non plus. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance si tu veux trouver où ça se trouve. Oui, en tout cas, ça donne très, très envie d'aller à Venise, hein. Moi, donc, j'y suis allé qu'après en avoir lu quelques-uns. Bah, moi, j'ai eu l'impression de retrouver vraiment l'atmosphère des livres quand même. Donc, quand elle décrit qu'il y a les endroits où il y a beaucoup de touristes, ben, forcément, on y passe. Mais j'ai eu la chance aussi voilà, un peu sortir comme ça des grandes artères. Et on retrouve vraiment enfin, en tout cas, j'ai l'impression de retrouver ce Venise-là qui est décrit. Et donc, vu qu'on voyage pas mal aujourd'hui, même si on devrait rester dans la cuisine et en fait parler de nourriture, je me dois aussi de parler de Anthony Bourdain, qui est un chef américain assez connu en fait là-bas. C'est en fait une sorte d'enfant terrible de la cuisine américaine et de la cuisine new-yorkaise. Donc j'ai lu Kitchen Confidential, qui est traduit par Confidence et cuisine en français. Et dans ce livre qui est en fait autobiographique, il va nous conter son parcours et c'est une sorte de récit d'apprentissage à travers les différents espaces dans la cuisine. Donc, il appelle même ça des différentes castes au milieu de la restauration. Donc, il a commencé tout en bas de l'échelle et puis petit à petit, suite à différentes expériences, après avoir été bien formé, il a pu monter en grade comme cuisinier, puis comme sous-chef, donc assistant chef, et puis comme chef dans différents restaurants assez renommés. Si on devait retenir quelques termes clés qu'il cite dans son livre, c'est que le milieu du restaurant, c'est un milieu très violent. En cuisine, c'est en fait, ça peut souvent être assez chaotique, avec tout le monde qui crie un petit peu dans tous les sens, tout le monde qui s'insulte, tout le monde qui se menace, mais au final, tout le monde qui essaye d'être à temps pour tout ce qui est préparation des plats. Donc, c'est un milieu qui n'est pas fait pour les gens sensibles, d'après ce qu'il nous raconte. Et c'est assez intéressant parce que, enfin, moi, j'avais pas vraiment d'expérience en cuisine. Donc là, on comprend vraiment la hiérarchie qu'il y a dans la cuisine. C'est un chef qui a, comme je disais, un enfant terrible. Donc lui, c'était vraiment, si je peux dire, sexe, drogue et profiterole, si je peux faire la blague. Et c'était vrai pour les drogues. Donc c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas, qui vivait, qui brûlait un petit peu la chandelle par les deux bouts. Il explique un petit peu l'idée de l'espace d'une grande cuisine dans un restaurant avec chaque cuisinier ou chaque aide à son petit espace avec certaines tâches. Et le chef, c'est en fait, on pourrait imaginer ça comme un général. Donc, il doit
bien superviser toute son armée, son bataillon. Tout le monde doit rester dans le rang. Donc l'idée, c'est en fait que les aides et les cuisiniers préparent la même chose encore et encore, jour après jour. Il n'y a pas de place pour l'innovation parce qu'il faut suivre ce que le chef a demandé. Tout ça, on peut laisser de côté. Ce que les chefs recherchent, c'est en fait des aides qui vont être loyaux, presque même fanatiquement loyaux, et qui peuvent offrir cette consistance encore et encore. À travers le livre, il nous livre quelques anecdotes et quelques conseils. Donc, par exemple, à voir si ça reste à appliquer uniquement pour New York et pour la côte Est aux États-Unis. Mais par exemple, il conseille de ne jamais commander de poisson le lundi au resto, parce que ça, d'office, ce sera un truc qui sera très, très vieux. Donc, même si les livraisons se font le lundi, il est très possible que ce qu'on va recevoir sur l'assiette, ce serait les restes d'il y a bien longtemps et que le poisson frais va être servi uniquement dans quelques cas très, très rares ou bien à partir du mardi. Il déconseille aussi de manger des moules, par exemple, au resto, à moins de bien connaître l'établissement, parce qu'en fait, il ne suffit que d'une moule pas très fraîche dans un tas qui est de très bonne qualité, et alors c'est la galère pour l'estomac et pour la personne, c'est l'empoisonnement. Et de se dire que, par exemple, que le chef, il ne va jamais, enfin, le cuisinier ne va jamais regarder moule par moule l'état du bac. On transfère, on a un bac avec les moules. Quelle est la fraîcheur? Ça peut être assez variable, donc il faut faire assez attention avec ça. Je déconseille aussi, par exemple, la sauce hollandaise, parce que tout ce qui est jaune d'œuf, tout ça a été gardé à température ambiante, et donc ça, c'est un bol parfait en fait pour les germes et pour les bactéries. Et un autre conseil, en fait, si on veut bien manger, il faut par exemple aller le mardi au restaurant. Parce que très souvent, c'est le jour, si le chef a eu congé le dimanche ou le lundi, ce qui se fait assez souvent, il arrive le mardi reposé, à nouveau surmotivé, et donc il va bien mener sa cuisine et on peut s'attendre avec l'aide de produits frais qui ont été livrés par exemple le lundi à une qualité un peu plus élevée que d'habitude. Un autre conseil, si on veut par exemple bien juger un restaurant, c'est d'analyser les toilettes. Parce que les toilettes, en fait, disons, regardons le sol. Quel est l'état du sol? Est-ce que c'est propre ou pas? Quel est l'état des toilettes? Si c'est dans un mauvais état, lui, il estime que les toilettes, c'est en général très facile à nettoyer. C'est une surface plane, il n'y a pas grand-chose à rater. Si cet endroit est sale, et ça, c'est un endroit vers lequel on laisse le client aller, donc on ne s'en cache pas, c'est ouvert à tout le monde peut y aller, tout le monde peut s'y rendre. Donc si cet endroit est dans un état lamentable, qu'en est-il de la cuisine? Parce que la cuisine, il l'affirme, c'est extrêmement difficile à nettoyer. Il y a tellement d'espaces de recoins, de frigos, de fours, de poêles, d'ustensiles à nettoyer. C'est un espace bien plus compliqué à nettoyer qu'un simple revêtement carrelé dans les toilettes. Donc ça, c'est vraiment une bonne mesure si on veut imaginer un peu les standards d'un endroit, c'est de regarder la salle de bain et les toilettes. Et puis encore comme ça, pas mal d'exemples. Donc il déconseille aussi de manger quand on commande de la viande, de l'avoir bien cuite, donc well done, parce que ça en fait c'est vraiment un cadeau pour la cuisine, pour le chef et toute l'équipe. Pourquoi? Parce que la personne qui va commander une pièce bien cuite va en fait se voir refourguer une pièce de viande qui a perdu en fraîcheur, qui va pouvoir être surcuite, braisée, carbonisée, et le client n'y verra rien de toute façon. Donc normalement, de manière générale, le chef devrait haïr un tel client parce qu'il va se dire, c'est quoi cet idiot qui commande un truc comme ça? C'est sans respect pour ma cuisine. Moi je suis quand même un chef assez renommé. Mais quand on y pense, c'est aussi une bénédiction parce qu'on peut refourguer n'importe quoi. Ça évite les pertes aussi. Et donc, comme le dit Bourdin dans ce livre, c'est idiot de payer pour le privilège de manger des ordures. C'est vraiment comme ça qu'il le met. Et d'autres petits conseils aussi, donc de bien regarder le langage corporel des serveurs ou serveuses, parce que ça peut par exemple nous donner des indications sur la fraîcheur de ce qui se passe en cuisine sur certains plats. Donc si on va demander par exemple des escargots, si on voit par exemple des sourcils qui vont se froncer ou bien le regard qui regarde un petit peu de travers, c'est en fait le serveur, c'est le messager. Il faut le voir comme un messager qui fait des allers-retours en cuisine, qui a une idée de ce qui se passe, qui entend beaucoup de choses, qui a une idée du nombre de plats qui sont commandés, de la rotation des ingrédients.
Donc, il faut toujours être très sympa avec le serveur ou la serveuse, dire bonjour, être poli, pour peut-être avoir la vie sauve en évitant un empoisonnement alimentaire. Et un des derniers points, c'est sur la folie de vouloir posséder un restaurant, alors que l'on vient par exemple d'une autre ligne de business. Donc on imagine avoir fait fortune par exemple dans les microprocesseurs et se dire j'ouvrirais bien un restaurant aussi, ça pourrait pas être si compliqué que ça, mais c'est en fait une folie parce que le restaurant c'est un business très compliqué. Il affirme que 60% des restaurants ferment, c'est un monde cruel et brutal. Le staff, il y a une rotation assez folle, surtout sur tout ce qui est peut-être cuisinier, plongeur. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut changer assez rapidement. Et c'est aussi sans compter sur le fait qu'une fois qu'on a un restaurant, tout d'un coup, on a tous les amis qui veulent venir manger gratuit, boire gratuitement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on le fait en général? Pourquoi est-ce que tant de gens qui ne sont pas de ce business se lancent là-dedans? Lui, il estime que c'est pour l'ego. C'est se dire, j'ai un restaurant. Et souvent, un mauvais restaurant sera un restaurant où le propriétaire affichera son nom dans le nom du restaurant. Donc ça, c'est aussi ce qui est remarqué. Pourtant, tous ces restos gastronomiques, ils portent le nom du chef, hein. C'est de plus en plus ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça me dit quelque chose, mais pour preuve que c'est un milieu assez difficile, je me souviens, c'était peut-être pas exactement un restaurant, mais sur la Grand Place à Bruxelles, il y avait Vincent Company avait ouvert une sorte de resto-bar, je pense, In Oui. Good Company, et j'ai entendu que ça n'a pas tenu. Donc, pour quelqu'un qui a pourtant des poches assez profondes, ça n'a pas été parce que c'est un business très compliqué. Il faut faire attention au niveau sanitaire, il faut faire attention au niveau sécurité, donc tout ce qui est les sorties d'urgence. Au niveau financier, c'est pas spécialement un business où on fait des gros profits. Et puis le staff, grosse rotation. Et lui, la manière dont il voit le staff, il les voit comme des gens pour lesquels le job de 9 à 17, c'est pas pour eux. Ce sont des gens qui sont parfois un petit peu rejetés pour qui c'est la dernière option. Donc, il faut pouvoir manager une équipe comme ça. Et c'est pas toujours facile. Il raconte tout ça, mais pourtant, il termine le livre en disant que lui ne parvient pas à être une personne normale. La seule chose qu'il sache faire, c'est être en cuisine, manager ses équipes, travailler avec eux. Il ne sait pas comment se comporter autrement que ça. Donc, c'est vraiment, malgré le fait d'avoir entendu et lu tellement, tellement de crasse sur tout l'univers, ça reste un univers qu'il adore. C'est comme ça, plus ou moins, qu'il termine le livre. Et il a pas mal écrit aussi pour le New York Times, pour le New Yorker aussi. Il a eu pas mal d'émissions en TV avec des voyages aussi à l'étranger pour découvrir des cuisines, des petits restos, tout en filmant le tout et en apportant ses commentaires. Donc ça, il nous a quittés il y a quelques années, mais c'était vraiment un enfant terrible de la cuisine américaine et peut-être mondiale. Donc ça, c'est ma petite description de Confidence et cuisine, donc Kitchen Confidential, d'Anthony Bourdin. Mais il y a des choses qui me surprennent pas dans ce que tu as dit, le fait que c'est un milieu difficile, qu'il y a beaucoup de rotation, tout ça, c'est des choses assez connues, c'est vrai. Ou finalement, l'état des toilettes, en fait, c'est même assez évident finalement, se dire, oui, si cet endroit-là, si il n'y a pas de propreté, tu peux te dire que ouais, ça ne dira pas non plus en cuisine. Enfin, je pense que c'est déjà des raisonnements qu'on a naturellement. Par contre, ouais, j'étais un peu plus surprise sur tout l'aspect d'un monde fortement hiérarchisé. Et je me demandais, est-ce que c'est pas lié surtout au fait que quand tu travailles dans les grandes enseignes avec des énormes brigades, tu as forcément cette hiérarchie et c'est peut-être beaucoup moins vrai dans les tout petits restos. Oui, c'est possible. C'est aussi un monde où tout le monde va se crier dessus. Il y a beaucoup d'intimidation. Il parle aussi parfois vraiment, la question c'est s'il faut le prendre à la lettre ou pas, mais il parle parfois d'homophobie, de racisme, d'insultes, de misogynie, un peu de tout. Et il explique que si on veut se lancer là-dedans, si on veut être chef ou sous-chef, ou même simplement cuisinier, il faut accepter de laisser sa sensibilité de côté, de passer outre, parce que l'idée c'est que tout le monde est tellement sous pression que c'est un peu une manière de décompresser et de pouvoir faire des shifts de 10-12 heures, surtout peut-être dans des plus grands restaurants. Mais c'est vrai, l'histoire de la propreté, c'est un peu un instinct de survie, je pense. Si on voit que ce qui nous est accessible est mal en point,
ça donne un mauvais signe Mhm. pour le reste. Ouais. Et alors, en t'écoutant, je me faisais la réflexion aussi que mais pourtant la cuisine n'a jamais été aussi populaire, notamment à la télévision. Quand tu regardes le nombre d'émissions de télé maintenant, Top Chef là, qui redémarre maintenant, je ne sais plus c'est à quelle, on est à 10e ou 11e saison, quelque chose comme ça. En face, la RTBF, il y a eu l'opération My Tiny Restaurant qui s'est terminée il y a quelques semaines. Et si je prends Top Chef, donc ça c'est M6, là ils ont d'autres émissions, ils ont le meilleur pâtissier, les professionnels. Donc bref, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps une émission de cuisine d'ailleurs sur la chaîne, quel que soit le moment de l'année. Et ça, et ça reste extrêmement populaire, hein. Donc ça, c'est des audiences formidables, hein. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps, hein, d'ailleurs. Donc, et bien sûr, pour tout ça, il faut quand même trouver des candidats. Donc, c'est que ça garde effectivement un certain attrait malgré les difficultés. Tu regardes, toi, Top Chef? Non, Top Chef, je connais. Non, ça, pas du tout. My Tiny Restaurant sur la RTB, ça par contre, j'avais regardé. Le meilleur pâtissier, ça, je regarde un peu. Enfin, ça dépend, en fait. Il y a des saisons où je regarde parfois un peu plus, parfois moins. Il y a quelques années, la RTBF avait fait aussi Comme un chef, donc je pense qu'il n'y a eu que 2 saisons. Mais bon, ça fait quand même quelques années, ça, j'avais regardé. Mais voilà, ici, je n'en cite que quelques-unes, mais TF1 avait aussi lancé en son temps, mais là, ça n'existe plus. Je pense que c'est MasterChef, ça s'appelait, quelque chose comme ça. Ouais, ça me dit quelque Je ne chose. sais pas quelle était la différence avec Top Chef. De loin, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais voilà. Donc, tu vois, et donc ça continue, hein. C'est un peu la cuisine, c'est le nouveau koh en télévision, il faut croire, hein. Ouais, c'est vrai, mais j'ai vu ça aussi à l'étranger. J'ai vu ça en Pologne aussi quand même. Je crois qu'il y a des dérivés de Top Chef ou Master Chef. J'ai vu ça. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que ça pousse les gens à cuisiner un peu plus ou ça ne change rien? Est-ce que c'est simplement regarder par plaisir de la nourriture tout en commandant des plats à emporter ou à se faire livrer? Ou est-ce Je que ne les sais gens pas, vont vraiment cuisiner? je ne sais pas, mais j'ai lu un article aujourd'hui ou hier extrêmement intéressant qui disait que les gens qui regardent ces émissions culinaires ont 5 kilos de plus que les autres, en moyenne. Oui, parce que les autres sont en train de faire du sport à la place. Euh, C'est sûrement ça, oui. Je me rappelle avoir vu quand même aussi une sorte de mini-série assez intéressante sur Netflix sur les meilleurs restaurants du monde. Et donc, il y avait une visite, par exemple, en Italie, j'ai oublié son nom, c'était Massimo. Je sais que c'était Massimo, je pense, son nom, évidemment, vu que c'est un peu lié au mien. Et là où il racontait, il avait un tel amour, par exemple, pour les pâtes qu'il préparait lui-même ou qu'il se faisait fournir par une vieille nonna locale, ou le pesto, il racontait tout ça. Et puis il y a des passages aussi avec un chef qui est basé en fait en Thaïlande, mais qui est un chef indien. Et donc c'est chaque fois des gens vraiment très passionnés et qui doivent gérer leur équipe comme si c'était un bataillon. On comprend aussi toute la tension et les heures assez difficiles. Oui, c'est un monde assez spécial. Moi, j'ai un petit peu abandonné l'idée de cuisiner, de manière générale, parce que ça prend beaucoup de temps si on veut faire quelque chose de concret, je trouve. Et oui, et puis en fait un autre qui parlait aussi pas mal de son expérience en cuisine, ça peut peut-être étonner, c'est George Orwell. Donc alors qu'on le connaît peut-être plutôt pour 1984 ou La ferme aux animaux. Lui en fait, donc un petit peu pour dans le contexte, pour George Orwell, dans les années 20 du siècle passé, il était basé en Inde, à Burma, et il travaillait dans la police impériale anglaise. Et puis il a décidé de quitter son poste et de retourner en Angleterre. Et là, il décide de découvrir ce que vivre dans la dèche signifie. Et donc il en parle dans son livre Dans la dèche à Paris et à Londres. Et il va commencer à vivre à Londres, un petit peu à visiter autour de son lieu de résidence, visiter un petit peu les quartiers un peu malfamés. Il va s'habiller aussi avec un petit haillons. Il va essayer de vivre un petit peu dans la rue ou vivre de petits boulots, tout en continuant d'écrire, en essayant de vraiment de percer en tant qu'écrivain. Donc il va faire ça à Londres d'abord, et puis après il va s'expatrier, il va partir à Paris. Donc il va écrire des écrits, des essais, des articles pour des magazines, et il va aussi notamment quelquefois travailler dans les cuisines. Et donc là, il explique cette idée des systèmes de caste qu'on peut voir dans les restaurants et dans les hôtels. Donc on a le manager tout en haut, puis il y a le cuisinier, puis il y a le serveur et puis il y a le plongeur. Donc personne qui va nettoyer tous les plats, toutes les assiettes et qui est en fait
vu par tout le monde comme un bon à rien, corvéable à merci. C'est aussi, il parvient, donc on voit que Orwell a ce talent. En quelques mots, il parvient à nous donner ce sentiment il nous répulse avec sa manière de détailler les odeurs, par exemple un vieil ivrogne, un immeuble décrépit, ou des conditions terribles que l'on voit dans les cuisines, l'odeur des rues, etc. Donc c'est aussi c'était un passage qui était un peu moins connu peut-être sur sa vie, mais qui était assez aussi intéressant sur le monde de la cuisine et un petit peu parfois le monde de la crasse. Donc c'est un livre à part ou ça fait partie d'un recueil plus important? C'est en fait une sorte de récit autobiographique. Mmh. Et comment t'es tombé dessus par hasard, en fait? Parce que ouais, c'est effectivement, j'en avais jamais entendu parler. Oui, bah, par curiosité, il y a quelques années, après avoir lu 1984 et La ferme aux Mmh. animaux, je me suis demandé s'il avait d'autres titres intéressants. Et puis j'ai trouvé ce titre-là. Ouais, ça m'a attiré. Et j'ai découvert en fait que c'était un plutôt autobiographique. Et c'est assez bien détaillé et je trouve Mmh. assez intéressant. Et un autre livre que j'ai lu de lui qui était assez bien écrit, c'était Hommage à la Catalogne. Donc ça a été publié en 1938. C'est sur son expérience de la guerre civile espagnole. Il va vraiment tout détailler. Je pense que si je me souviens bien, il a été se battre là-bas et il a même été blessé par balle à la gorge. Par chance, ça n'a pas trop mené à conséquence. Mais ça a été aussi bien écrit. Donc c'était vraiment nous dépeindre le conflit, je crois, à Barcelone et dans les environs pendant la guerre civile. Mais je me suis arrêté là en fait pour Orwell, si je me souviens Mmh. bien. Dans la Dèche et Hommage à la Catalogne, je dirais que ce sont deux autres qui sont assez notables pour lui. Et vu qu'on parlait d'Espagne, donc il y a, et si on passe peut-être de l'autre côté, donc on passe du côté cinéma et grand écran, j'ai vu un film qui pourrait être assez critique de la société, mais qui mêle aussi cuisine, nourriture, surbouffe. Le film, c'est The Platform. Donc ça, c'est le titre en anglais parce que c'est un film espagnol. Et là, c'est en fait un thriller dystopien où la nourriture et les inégalités ont une place assez centrale. Et on voit dans ce film, en fait, un jeune homme qui passe un accord avec une institution et il accepte de passer 6 mois dans cette institution, donc c'est une sorte dans un établissement, en échange de quoi il va recevoir un diplôme universitaire. Donc lui, il dit que 6 mois pour un diplôme, c'est pas mal. Et quand il va se réveiller, il se trouve en fait dans une cellule de prison et il a un co-détenu. Et il découvre rapidement qu'en face de lui, il y a un grand trou au milieu de la pièce et il y a également un trou en fait au plafond. Et en se penchant, il voit que ce trou continue et qu'il y a des centaines de cellules en dessous de lui et la même chose au-dessus. Et après une brève discussion avec son co-détenu, il se rend compte en fait qu'ils vont devoir rester 1 mois dans cette cellule. Donc ils sont à un certain étage, par exemple l'étage 15 ou l'étage numéro 20. Et chaque jour, une sorte de plateforme va passer à travers tous les étages. Ça, en fait, une plateforme, il y a une table gigantesque avec une nourriture gastronomique qui s'y trouve. Mais le problème, c'est que l'étage de dessus, c'est déjà servi. Et l'étage encore au-dessus, c'est servi avant eux. Donc, si on fait partie des 50 premiers étages, ça reste encore vivable. Mais à partir du 50e et plus bas, on ne reçoit que des restes ou parfois rien du tout. Donc là, on tombe un petit peu dans la psychose parce qu'on sait bien qu'à la fin du mois, il faut se goinfrer maintenant parce qu'à la fin du mois, peut-être qu'on va terminer à l'étage au centième ou au 150e. Et alors, c'est sûrement la fin, littéralement. Et donc, on voit ici en fait une critique parce que tout en haut, au-dessus de l'étage 0, il y a une cuisine. Donc, on pourrait imaginer la cuisine d'Anthony Bourdain, qui est une cuisine avec une trentaine de cuisiniers, avec un sous-chef, avec le chef de la cuisine. Il prépare tous les jours sans relâche une table magnifique, des centaines de plats qui vont déposer sur cette plateforme. Et cette plateforme, après, va passer à travers tous ces niveaux. Et il y a une déconnexion, en fait. Donc, cette administration, cette cuisine, n'a aucune idée de ce qui se passe en dessous, de quel est le rapport à la nourriture qu'ont tous ces prisonniers. Et c'est en fait une sorte de critique, une sorte de comparaison entre la déconnexion que le gouvernement peut avoir avec les citoyens, ou aussi une sorte de différence entre les différents niveaux de richesse, qu'on soit tout en haut de l'échelle ou pas. L'impact peut-être de la chance sur la survie ou sur la vie, que tous les mois, il y a une rotation et qu'on pourrait être au niveau 1 ou au niveau 150. Puis aussi, on voit les abus des mieux lotis, où là encore la gourmandise
et la faim. Et dans le film, on voit aussi qu'il y a les deux protagonistes tentent de régler ce problème, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a sûrement assez de nourriture pour tout le monde. Si les étages supérieurs mangeaient un petit peu moins, on pourrait en fait sûrement nourrir jusqu'au dernier étage, au-delà du 150e ou du 200e. Et donc le dernier peut-être parallèle qu'on pourrait faire, c'est avec les ressources de notre planète. Si tout le monde faisait plus attention ou était un peu plus modéré, on pourrait s'en sortir peut-être un peu plus facilement. Donc ça, c'était pour présenter le film The Platform par Galder Gazutella Urrutia. C'est assez sombre comme film, un peu violent évidemment, comme j'ai détaillé, mais ça change. Là, on voit que ce qui était pas mal, c'est que on peut imaginer que le réalisateur a eu quand même carte blanche niveau budget, donc c'est bien ficelé. L'histoire est quand même plutôt solide. Ça vaut la peine, ça change des habitudes. Oui, j'ai bien l'impression que le film soit sorti en Belgique. Ça me dit rien du tout. Pourtant, c'était un film récent. Et je vois qu'en France, en fait, il a juste bénéficié d'une sortie Netflix. Je me demande. De toute façon, moi, je n'ai pas Netflix, mais je me demande s'il est accessible en Belgique, du coup. Parce que parfois, tu n'as pas toujours les droits se négocient par pays. Hein. C'est une production Netflix, donc il sera d'office présent Ah oui, c'est une production partout sur la Netflix. plateforme. Ok, Enfin, oui, oui. je pense C'est que pas un achat. Oui, d'accord. oui, il y a peut-être un côté moralité, peut-être un petit peu surfait à la fin, avec une compréhension sur la fin. On pourrait avoir plusieurs interprétations, donc ça reste à voir. Ça, c'était pour le film La Plateforme. Et alors, vu qu'on parlait de Netflix, il y a aussi 2 autres titres qui valent sûrement la peine d'être vus. Donc il y en a un, c'est une sorte de docu sur les meilleurs restaurants du monde. Ça dépend un petit peu des épisodes, mais il y a certains épisodes qui sont assez savoureux parce qu'on voit vraiment une passion de ces chefs qui vivent pour leur cuisine. Donc on a par exemple, je me souviens d'un épisode en Italie, dans un des restaurants qui a reçu le prix du meilleur restaurant du monde. Et donc ça valait vraiment la peine ça vaut la peine de regarder. C'était aussi sur Netflix. Et puis un autre, c'était un docu-série sur 4 éléments très importants dans la cuisine, d'après Samin Nosra. Donc ça, c'était salt, fat, acid and heat. Donc là, c'est vraiment, on se concentre sur le sel, sur tout ce qui est le gras, donc tout ce qui est peut-être les huiles, la graisse, sur la partie acidité et sur la chaleur. Et Samin, c'est une chef américaine qui directement nous met à l'aise avec la cuisine parce qu'elle a une approche assez détachée. Donc, on ne se concentre pas spécialement sur les quantités, mais vraiment peut-être sur l'usage des ingrédients, peut-être sur une réflexion sur le timing de l'usage des ingrédients et c'est une passion qui est vraiment communicatrice. C'est le Sur le plaisir, quoi, plaisir, finalement. Ouais. exactement. Donc, c'est en fait une chef qui, on pourrait vraiment dire qu'elle est self-made, qu'elle s'est faite toute seule parce qu'elle n'a pas vraiment un contexte cuisinier. Donc, elle a été diplômée en littérature anglaise aux États-Unis. Et puis, par passion, elle s'est lancée dans la cuisine, mais assez tard. Elle a commencé avec des petits boulots en cuisine et puis elle est parvenue à grimper les échelons. Et elle est connue en fait au départ pour son livre qui porte le même nom, donc Salt, Fat, Acid, Heat, où elle s'est lancée sur la description de l'importance de ces 4 éléments dans la cuisine. Par la suite, ça a été adapté à l'écran et dans cette mini-série, on suit Samin, l'auteur, dans différents pays. Donc, par exemple, pour la graisse, pour les huiles, on se déplace en Italie. Et donc là, on voit par exemple comment est-ce que le pesto est créé, comment est-ce que les pâtes sont confectionnées. En prenant le temps, on parle aussi du fromage, de la viande. On fait ensuite un passage au Japon, où si je me souviens bien, c'est sur la production du sel marin. Par après, pour l'acidité, on va se rendre dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Et au final, le dernier épisode, c'est sur la chaleur. Et là, elle retourne aux États-Unis, à Berkeley, en Californie, dans le premier restaurant où elle a décroché un emploi. Donc tout ça, ça se fait vraiment de manière assez détendue. Il y a une bonne humeur qui est vraiment contagieuse de sa part. C'est quelqu'un de super sympa qui vraiment transmet ses émotions à l'écran et c'est aussi bien filmé, on voit, on visite. C'est en fait un peu la qualité Netflix. Donc à chaque fois, quand ce sont des œuvres qu'ils produisent eux-mêmes, en général, il y a à chaque fois un niveau des standards assez bien défini. Donc on voit qu'ils prennent leur temps et que c'est chaque fois bien édité.
Donc ça, c'est aussi plaisant. Oui, mais Et c'est une commande Netflix ou alors c'est la réalisatrice qui vient avec son sujet et qui est juste cherche un financement? Je pose la question hein, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des réalisateurs assez reconnus. Ben, justement, j'avais parlé de La main de Dieu de Paolo Sorrentino qui se retrouvent sur Netflix parce que ben, ils ont une plus grande, ils obtiennent le financement qu'ils souhaitent et ils ont une très grande liberté artistique et ne sont plus dépendants de producteurs et de studios qui sont beaucoup plus frileux, qui veulent avoir un droit de regard, alors que Netflix, apparemment, tu as une très grande liberté, à condition que, pour ces réalisateurs-là, ben, en gros, ils ont déjà fait leurs preuves. Et ça permet à Netflix de dire, ben, regardez, moi j'ai ce nom-là. Donc c'est un peu un gage de qualité, c'est presque une marque. Donc je me demandais, c'est pour ça qu'ici, est-ce que c'était quelqu'un de connu avant ça ou pas? en fait, elle a obtenu une belle reconnaissance via son livre, mais ça pour te dire comment est-ce qu'elle est parvenue à l'avoir adapté en TV, ça je suis pas sûr. Il faudrait en fait que je vais juste regarder. Elle n'a pas dirigé ces épisodes, ça a été dirigé par Caroline Sue, Ok. apparemment, que je ne connais pas. Mais il y avait du contenu et vu que l'héroïne principale, c'est un caractère vraiment très sympa, ça se vend bien. Le sujet est assez, bon, c'est assez tendance, donc c'est la cuisine. Et puis l'approche est originale sur ces 4 éléments. Donc je pense que tout ça, ça a bien pu se vendre au Mhm. final. Mais qui a approché qui, ça c'est une bonne question. Je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir un petit succès, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent aussi Ouais. automatiquement. C'est vrai que pour Netflix, ils donnent quand même une certaine liberté. Bon, parfois ça leur vient un peu en pleine figure. Il y a eu, bon, c'est une autre discussion, mais il y a eu par exemple quelques comédiens qui ont leur stand-up aux États-Unis, qui abordent certains thèmes et qui après qui ont des problèmes soit avec la presse, soit avec même des employés de Netflix. Donc ça a déjà été le cas. Et Netflix essaye de garder une certaine distance par rapport à ça, en laissant les artistes s'exprimer sans prendre position. On voit un petit peu ça aussi avec Spotify en fait. Je sais pas si tu as suivi Oui, Joe Rogan et tout oui, oui, ça. oui, oui, tout à fait. Je le connaissais avant via ces podcasts. Ça aussi, c'est aussi une affaire. Est-ce que la plateforme doit s'engager et filtrer ou pas? Mais qu'est-ce qui peut être dit quand on a une telle plateforme? Ça reste à débattre. C'est assez similaire. Je pense que les deux laissent une grande liberté aussi. Ouais. Faut pas oublier que notre podcast, il est aussi sur Spotify, même si on n'a pas reçu un chèque de 100 millions. Donc ça viendra peut-être. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle critique là-dessus parce qu'en fait, ça, par exemple, les chanteurs reçoivent très peu pour leurs chansons par écoute. Et en fait, d'une certaine manière, le profit que Spotify parvient à générer est utilisé pour financer des gars comme Joe Rogan, ou des podcasts à 100 millions, alors qu'eux n'ont pas participé à la création et au maintien de la plateforme. Donc, d'une certaine manière, ces artistes ont l'impression de le financer par proxy, étant donné que c'est grâce à leur œuvre qu'il est en mesure d'être payé et d'avoir cette publicité. Donc, c'est aussi une sorte d'enfant terrible. J'ai déjà écouté pas mal de podcasts. Je crois que c'est un bon intervieweur. Toujours, il interviewe quand même des personnes intéressantes, mais c'est un caractère assez spécial aussi. Ça, je dois admettre. Et puis alors, pour peut-être terminer avec un côté un peu plus cérébral, peut-être plutôt un peu geek. En préparant le podcast, j'avais recherché des œuvres assez originales et j'ai trouvé un livre qui s'appelle Neurogastronomie, qui a été écrit par Gordon Shepherd. Et là-dessus, l'auteur, en fait, se concentre vraiment de manière très scientifique sur tous les aspects neurologiques des odeurs et de notre approche au goût et en fait, au champ d'étude qui est la neurogastronomie. On va par exemple commencer à discuter sur l'odeur, sur l'odorat. Et il m'apprend, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais il m'apprend que l'odorat, peut se diviser en deux parties. Donc, on a la partie orthonasale, qui est donc à l'avant, et puis il y a la partie rétronasale, qui est plutôt à l'arrière du nez, pas loin de la liaison avec la gorge. Et donc, ce qui nous aide vraiment à sentir, c'est cette deuxième partie, c'est cette cavité rétronasale. Donc, par exemple, quand on va commencer à mâcher de la nourriture, on va avoir l'air qui va revenir des poumons et qui va pousser avec ce certain taux d'humidité, avec cette chaleur, qui va pousser molécules contenant ces odeurs contre la partie rétronasale. Et c'est vraiment là que ça va nous taper sur ces senseurs et ça va développer cette réaction et qu'on va sentir cette odeur. Donc, Oui, oui, oui. On parle d'ailleurs ouais, de rétro-olfaction, ouais. notamment dans le cadre de dégustation de vin, justement. C'est aussi essayer d'être plus attentif à ce fait, justement, et ça permet de mieux
et distinguer le profil aromatique du vin. Donc oui, c'est quelque chose que moi je connais par ce biais-là, tu vois. Ouais, il explique que par exemple, l'idée qu'on se fait que la langue soit vraiment le centre du goût, c'est une méconception. Parce qu'en fait, la plupart se fait en fait du côté du nez et rétronasal. C'est Mhm. pour ça par exemple que si on a le nez bouché, la nourriture ne va pas nous goûter de la même manière que si on a le nez bien dégagé. Donc il a toute cette explication et une discussion sur par exemple les différentes saveurs, les odeurs, le goût, sur le fait que les épices, depuis toujours, en fait, ça a une importance colossale, bien plus importante qu'on ne veut leur attribuer, parce qu'apparemment, déjà à l'époque de l'Empire romain, il y avait un certain commerce qui se faisait avec la Chine pour obtenir les épices, bien avant Marco Polo. Un empire pouvait vraiment se faire ou se défaire si on pouvait obtenir ces épices. Les conquêtes aussi dans le Nouveau Monde, il y avait toujours le goût qui était derrière aussi. C'était pas uniquement pour l'or, c'était obtenir de nouvelles saveurs. Il fait aussi une comparaison entre, par exemple, l'homme d'aujourd'hui et le chien. Donc on voit que le chien, il a par exemple tout le temps, il est en position toujours assez proche du sol, et du coup son nez et son odorat est bien plus développé parce qu'il est à chaque fois en contact avec une multitude d'odeurs. Tandis que nous, on a, au fil du temps, pris une posture plus droite, et du coup, le nez n'a plus fait face à autant d'odeurs que par le passé. Et le nez s'est donc petit à petit ajusté aux besoins du reste du corps. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que le nez a perdu, entre guillemets, en taille au fil des millénaires, suite à notre changement de posture. Et après, peut-être maintenant des choses qui sont un petit peu tombées dans les connaissances, dans la culture générale, mais il se concentre aussi sur l'importance de la couleur. Il va prendre à chaque fois des études et des exemples sur l'importance de la couleur sur l'appréciation d'un produit. Donc il y a eu des études où on a par exemple deux solutions qui n'ont pas de goût, mais qui ont des couleurs différentes. Une sera transparente, l'autre sera colorée. La population qui fait partie du panel de test va nous apprendre que la solution colorée a plus de goût que la solution transparente, alors qu'il s'agit vraiment de la même chose. Et en fait, le même test peut être fait donc soit pour l'odeur, soit pour le goût. Donc la solution colorée aura une odeur plus prononcée et un goût plus prononcé que la solution qui est transparente. Alors que dans les faits, il s'agit vraiment de la même solution qui n'a pas de goût. Je vois l'expérience parce que moi, je l'ai faite quand j'étais très très jeune. On voulait nous montrer qu'en fait, nos sens peuvent nous tromper en fait. Et j'étais encore à l'école primaire, je pense, hein, et donc, ouais, c'est lors d'une journée scientifique qu'on nous avait montré, voilà, on fait respirer en fait des solutions qui apparaissaient colorées. Donc il y avait toutes les couleurs. Il y avait une rouge, une orange, une jaune, une verte, une bleue, je pense. Et puis donc on devait faire l'expérience. Donc ok, ben allez sentir un peu chacun de ces récipients et dites-nous ce que ça sent. Et ouais, et la plupart, ben, par exemple, le flacon orange disait ah, ben, ça sent l'orange. Et puis après, qu'est-ce que le concepteur, on va dire, de l'expérience a éteint les lumières et en fait tous ces récipients étaient éclairés par en dessous et donc c'est uniquement cette lumière-là qu'il a éteinte et éclairée par en dessous par une lampe colorée en fait. Et donc ouais, effectivement on voyait juste après que tous ces récipients contenaient juste de l'eau. Oui, et du coup, en fait, ce genre de résultat, ça a une importance capitale dans l'industrie agroalimentaire parce qu'on peut se rendre compte que si on utilise plus de colorants ou si on a un paquet, un emballage qui est plus coloré, ça va attirer les consommateurs et ça va donner l'impression que si on achète, par exemple, les chips qui auront une couleur un peu plus prononcée, on peut s'attendre à un goût plus prononcé également. Et donc, c'est par instinct, on sait que ça aura un meilleur goût que des chips qui seraient plus fades, par exemple. Et une autre expérience qui était assez intéressante, il partage l'idée qu'on puisse avoir ce sentiment de satiété lié au sens. Et donc, on voit par exemple une expérience où on a des rats qui sont nourris avec une quantité de nourriture infinie, mais qui a le même goût. Ces rats vont avoir un poids stable. Donc, tous les jours, ils vont manger plus ou moins la même quantité. Par contre, si on offre la possibilité à ces rats de manger un peu de sucré, un peu de salé, un peu d'acide, ils vont prendre du poids parce que on a apparemment cette tolérance pour un certain goût. Et donc, dès qu'on est arrivé à ce seuil de tolérance, on a assez mangé de salé, mais on a encore de la place pour du sucré. Et en fait, c'est ce qui explique qu'on ait toujours de la place pour manger un dessert, alors qu'on vient de manger, on est bien rempli après avoir mangé un steak salé avec des frites, parce qu'on a en fait atteint notre seuil de tolérance pour ce type de sens qui détecte, disons, le salé, mais on a encore de la place pour le sucré. Donc ça aussi a beaucoup d'importance sur tout ce qui est batailler contre l'obésité,
parce que donc les marques, les grandes chaînes sont bien conscientes de tout ça. Et donc nous offrir des menus qui se concentrent sur différents goûts, c'est aussi être sûr qu'on va peut-être surconsommer au lieu de s'arrêter quand on aura assez mangé. C'est aussi, il faut aussi faire attention avec ça. Et alors, un dernier truc que je trouvais assez intéressant aussi dans ce livre, il nous parle aussi de l'importance du feu dans la cuisine et dans la préparation des aliments. Donc, au fil des millénaires, donc, le feu nous a permis de rendre évidemment la viande, les fruits, les légumes plus tendres, d'augmenter la valeur nutritive, mais aussi ça nous a permis en fait de réduire le temps que l'on passe à mâcher nos repas. Et apparemment, par le passé, nos ancêtres passaient presque la moitié du temps à mâcher. Donc, la viande était tellement difficile à gérer, tellement dure, tellement peu masticable, qu'on passait beaucoup de temps et d'énergie à ça. Et donc, on peut en déduire que le feu, ça nous a libéré pas mal de temps pour peut-être planifier nos vies, planifier la création de colonies de base, peut-être alors nous pousser à imaginer de passer d'un stade de vie nomade à peut-être un stade de vie un peu plus sédentaire. C'était aussi intéressant de voir cette approche-là sur l'impact du feu sur la mastication et sur le fait de nous libérer, de nous donner des heures de temps libre. Donc ça, c'était pour ce que j'ai pu résumer peut-être de la partie sur neurogastronomie de Gordon Shepherd. C'est un livre qui n'est pas facilement accessible, donc ça passe vite dans des détails très poussés. On ne prend pas vraiment le lecteur par la main, donc il faut s'accrocher. Quand même pas mal de passages assez importants. On cite aussi Jean Anthelme Bria-Savarin. Tu connais peut-être, Thibaut? Bria-Savarin, c'est une rue près de l'ULB, non? Peut-être bien, mais c'est donc aussi ce chercheur qui est très connu apparemment pour les phrases dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ah oui. Et une autre qui est que la découverte d'un nouveau plat fait plus pour le bonheur humain que celui d'une nouvelle étoile. Et donc c'était aussi un chercheur qui était fort poussé là-dedans. Et dans le livre, je revois en fait à travers mes notes qu'il y avait aussi que l'idée d'odorat, ça a toujours été mis de côté. Donc déjà à partir d'Aristote, dans son œuvre sur l'âme, que c'était un sens qui était inférieur à tous les autres animaux et à tous nos autres sens, alors que dans les faits, l'auteur ici du livre, lui, il estime qu'il y a un lien très étroit entre le niveau d'intelligence et en fait notre capacité à apprécier les odeurs et les goûts. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit peut-être pas avec les autres espèces. Ça c'était pour terminer là-dessus, sur l'impact de l'odeur, des goûts sur la cuisine. Et donc on arrive à la fin de cet épisode et on a tellement parlé de cuisine que j'imagine que ça a ouvert l'appétit de certains. En tout cas, je peux parler pour moi. Type, je sais pas, mais... Si, j'ai un peu faim. Ça va. Bah, alors, on va les festoyer. Et puis, on s'entend alors la prochaine fois alors. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.